Bonjour, merci, bonsoir pour ceux qui nous suivent depuis Kinshasa, mais pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie, c'est bien bonsoir ou plutôt bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver parce que effectivement, de temps en temps, il faut réfléchir, apporter une autre solution, une autre expertise à la gouvernance. Parler des choses simples, mais donner des explications pour que l'ensemble de la population, des partenaires, des correspondants, pour ne pas dire l'opinion congolaise, se saisissent des réalités qui se passent dans notre pays. Vous savez que nous sommes la rentrée parlementaire maintenant, la rentrée aussi scolaire, mais également l'Assemblée nationale qui est en train, depuis un certain temps, de contrôler d'une manière un tout petit peu accélérée les membres du gouvernement. Il y a ici, en RDC, une polémique autour de cette taxe qui n'a pas été validée, on va dire, au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui est d'application depuis dans le secteur des télécoms. On appelle ça RAM ici, c'est-à-dire on prélève une quantité sur les consommations, sur les crédits se trouvant dans les appareils des consommateurs. Ça a créé beaucoup de débats. Le ministre a été invité à l'Assemblée nationale pour s'expliquer, mais dans l'opinion, beaucoup de débats. Alors, pour essayer de comprendre la manière dont ça devait fonctionner, mais également d'autres décisions qui ont été prises au niveau de la consommation nationale, les billets d'avion pour les destinations intérieures, mais également les produits à la consommation qui doivent baisser. Sur quelle base, de quels critères, et surtout sur le plan économique, en termes d'offres et de la demande. Alors, nous avons la chance d'inviter ici un grand professeur d'économie, Godin Mpoy. Bienvenue. Merci, JMK. Vous êtes, je le rappelle, professeur dans plusieurs universités. Ici au Congo, vous avez bénéficié d'une large formation et ici et partout dans les grandes universités dans le monde. Vous avez été sous-directeur à la Direction générale des impôts. Vous êtes aussi, sur le plan politique, président de l'Assemblée provinciale au niveau de la ville de Kinshasa, ici la capitale. Alors, je vous ai invité, c'est pour que vous puissiez nous expliquer un tout petit peu les tenants et les aboutissants sur le plan économique de ce qui se passe un peu chez nous. Alors, d'emblée, je pense que vous êtes président quand même de l'Assemblée provinciale. Comment ça déroule la rentrée au niveau de la ville de Kinshasa? Comme d'habitude, oui. Nous sommes des Africains, nous sommes habitués au climat tropical. Climat tropical. Donc, il y a un peu de la chaleur au niveau des élus provinciaux. Oui, donc c'est ça la beauté de la démocratie. Mais nous avons ouvert depuis hier. Alors, les débats aujourd'hui, Godin Mpoy, c'est sur le plan économique. J'aimerais bien, professeur, vous poser des questions, on va dire, de compréhension générale. À partir de quand le gouvernement peut prendre l'initiative de réglementer le prix à la consommation? Est-ce que dans l'économie dite libérale, l'économie de marché, nous avons adhéré à l'OHADA aussi, est-ce que l'État seul, l'État congolais, a la latitude de fixer le prix ou même parfois de baisser le prix à la consommation sans qu'il y ait des répercussions sur le plan national et même, je dirais, continental? Bon, merci beaucoup. Avant d'aborder la question de l'attitude que l'État peut avoir. Oui. Il faut d'abord préciser que sur le plan des agrégats macroéconomiques, depuis que nous avons l'actuel chef de l'État, tous les agrégats sont au vert. Les agrégats sont au vert. Voilà. Donc le PIB, je préférais travailler avec les données de la Banque mondiale pour éviter des contradictions et des contestations. Le PIB qui était à 46 milliards de dollars lors de son accession à la magistrature suprême, en décembre... Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, on était déjà pratiquement à 50 milliards de dollars. Et contre toute attente, pendant que tous les États, presque tous les États du monde, notamment la Belgique, l'Angola, le Congo-Brazza, avaient fini avec des taux de croissance négatifs, la RDC a eu un taux de croissance positif et les taux d'inflation qui étaient en 2018 autour de 54%, et il a été maîtrisé, il est passé à 4%
en 2019 avant de se cristalliser autour des 10% en 2020. C'est pour dire que les tableaux macroéconomiques se présentent très bien. Et ceci malgré quand même... Malgré les effets économicides du Covid. Ah oui? Oui, oui. Donc on n'a pas subi les conséquences de Covid en ce qui concerne la récession. Parce que même en Europe, même aux États-Unis, on a quand même senti que cette pandémie a bousculé les économies. Chez nous, il n'y a pas eu de conséquences? Non, il y en a eu, hein, avec tout ce qu'il y avait eu comme confinement. Oui. C'était les ralentissements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, après des grandes crises économiques, la reprise s'est faite de la manière la plus rapide. Ça s'est fait sous la forme de la lettre V. Oui. On était au plus bas. Au plus bas, on se relève et on va dépasser même les niveaux auxquels on s'est retrouvé avant la crise. Alors, quelle a été la particularité de la République démocratique du Congo? C'est que, je ne veux pas les répéter, la RDC a des grands partenaires économiques, c'est l'Union européenne et la Chine. Et il se fait que la Chine a eu ce grand avantage d'avoir maîtrisé la pandémie de Covid avant tous les autres États. Assez rapidement. Assez rapidement, d'une manière telle qu'elle a dû relancer ses activités économiques. Et profitant, donc après avoir subi cette descente aux enfers, elle est en train de reprendre rapidement. C'est ce qui fait que l'année passée, pour la toute première fois, nos exportations qui préfèrent étaient autour de 1 600 000 tonnes. Et la tonne se négocie autour de 9 600 $. C'est ce qui fait que nous avons été... l'embellie est quand même là sur le plan économique. L'embellie est là, mais il faudra ajouter aussi la rigueur apportée par le président de la République, qui est en train de discipliner les gens dans une certaine mesure. Alors, ce qui veut dire que la RDC se porte quand même mieux que beaucoup de pays en termes économiques. Est-ce qu'en termes financiers, on se porte aussi bien? En termes financiers, oui. Vous avez suivi les réserves d'échange. À plus de 3 milliards aujourd'hui. À 3 milliards 300. Oui. Et ça ne s'arrête pas que là. Il y a les régies financières qui sont en train de faire des performances, mais jusque-là, je ne vais pas dire que ce ne sont pas des performances, mais il y a des explications par rapport à ces performances. Pourquoi je donne ces explications? C'est tout simplement parce que si ça se passe comme on est en train de les décliner avec des manières un peu folkloriques, on risque de décourager nos vaillants cadres et agents des régies financières et nos vaillants inspecteurs généraux des finances. On risque de les motiver. Parce que alors, professeur, j'aimerais bien comprendre quelque chose. Oui. Est-ce que ces 3,3 milliards de réserves d'échange, la Banque centrale a publié une note il n'y a pas longtemps pour expliquer qu'il y a aussi une part d'ETS qui est là-dedans, il y a une part de partenaires aussi. Est-ce que ça recourt à nos performances intérieures ou c'est parce que une certaine confiance s'est installée que les partenaires ont ajouté une bouffée d'oxygène dans cette économie? En fait, les performances financières ne peuvent pas avoir une seule variable explicative. Donc, lorsque vous cherchez à expliquer l'effet économique en passant par une seule variable, là, vous ne faites plus de l'économie, vous faites de la mésoéconomie. Alors, je vais ramasser toutes ces questions. D'abord, pourquoi j'insiste sur les vraies raisons qui expliquent la mobilisation massifiée des recettes actuellement? C'est pour éviter que nos vaillants fonctionnaires du fisc, donc là je vois des GI, des GDA, des Gérard, il ne faut pas qu'ils puissent suivre ce que la rue raconte. Et même pas l'IGF ne doit pas suivre ce que la rue raconte. Donc, lorsque vous voulez faire l'évaluation directe des recettes fiscales d'un État, il y a 4 variables. La première, c'est le PIB. Oui. Je t'ai démontré que le PIB est maintenant en hausse. Logiquement, les recettes devaient augmenter. OK. La deuxième variable explicative des recettes fiscales, c'est les taux qu'on applique. Les taux? Oui. Alors, les gens ont été distraits
dans ces pays, nous avons eu le code minier de 2018. Que Joseph Kabila a laissé en partant. Qui a apporté beaucoup d'innovations, oui, bien sûr. Oui. Mais qui est bien appliqué maintenant. Aujourd'hui, oui, les miniers appliquent le nouveau code minier. Qui est bien appliqué grâce à la discipline des chefs de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Ces codes miniers, je crois que je l'avais dit sur ce plateau, avaient beaucoup d'avantages financiers. Le premier élément pour que les gens comprennent que lorsqu'on parle de performances actuelles, il y a des variables objectives qui expliquent cela. Sous l'empire du code de 2002, le code minier bien sûr, la redevance minière, par exemple, oscillait entre 2 et 4,5%. 2 et 4. Oui, mais oui, avec le code minier de 2018, oui, cette redevance oscille entre 3 et 10%. Donc on est passé de 3 à 10%. Ça explique tout. Alors, comme si cela ne suffisait pas, il y a plusieurs avantages qui ont été accordés aux miniers dans le cadre du code minier de 2002. C'était notamment l'amortissement accéléré. De leur équipement. Voilà, de leur équipement. C'est ce qui faisait que ces entreprises pouvaient, dès la première année, commencer à amortir leur matériel. Et financier qu'il est, les amortissements constituent les charges pour une entreprise. Et en bout de course, on allait avoir un résultat fiscal faible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le code minier de 2018? C'est qu'aujourd'hui, ils sont tous alignés sur le système d'amortissement linéaire. OK. Et comme ça se fait maintenant crescendo, chaque année, il y a des recettes. Et je dis à la population qu'il y aura des recettes comme ça jusqu'en 2023. Comme si cela ne suffisait pas. Toutes les entreprises du secteur minier qui étaient en phase de recherche, en phase d'exploitation préliminaire, aujourd'hui sont en pleine phase de maturation. Ils commencent à produire. À produire et à vendre. À vendre, pendant que les privilèges d'autres fois tombent directement. C'est ce qui fait que l'assiette fiscale s'est élargie davantage. Moi, je suis de ceux qui pensent que le fisc... Je ne suis pas de ceux qui disent que le fisc ne fait rien, mais j'ai dit que le fisc, par rapport au potentiel, est bénéficiaire des avantages. Il n'en fait pas encore assez. Le fisc congolais? Oui, j'ai l'autorité de le dire. Parce qu'en fait, lorsque vous voulez mesurer les performances financières du fisc, il ne faut pas faire de l'arithmétique financière, il faut faire de la gouvernométrie. Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernométrie? Oui, c'est ça. Donc, la gouvernométrie, c'est-à-dire que vous devez d'abord connaître les standards. Les standards, c'est ça, les potentiels. Et après, contraster les rendements au potentiel. Mais ici, le potentiel est très énorme pour des raisons que je venais d'expliquer. Mais il y a quand même la troisième variable qu'on ne peut pas négliger, c'est l'effort de service. C'est là où vous trouvez les efforts de l'IGF et... La paix du gendarme. Oui. Et les efforts de régie financière. Mais moi, sans minimiser les efforts de l'IGF et des régies financières, tu me connais, moi, je ne flatte jamais les gens dans ma vie. En réalité, cet effort de service est tributaire au chef de l'État. Parce que l'inspection générale des finances existe dans ce pays. C'est depuis l'arrêté du régent du 1er juin 1947. 47. C'est à ce moment-là, donc cet arrêté du régent organisait la vie administrative au Congo, donc il y avait une structure de contrôle. Ce dispositif a été complété en 1951 par le règlement général de la comptabilité publique. Donc il y avait toujours ces structures-là. Que ce soit de la loi organique de 1963, mais c'est seulement en 1987, sous la houlette de Kazumba, de très heureuse mémoire, que l'IGF a eu le format qu'il a actuellement. Donc, mais l'IGF n'avait jamais travaillé comme aujourd'hui. Donc c'est pour dire sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, c'est lui, en fait, c'est ça la vérité. Que l'IGF a un peu redoré son blason. C'est ça la vérité. Et il sait que je le disais, et
Et même les présidents honoraires disaient qu'ils n'avaient pas 15 collaborateurs. Oui. Donc c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose que maintenant, mais à la seule différence que le président de la République, lui, il a trouvé une béquille. C'est l'IGF. Donc, et il y a aussi la justice. Et tout ça, ça fait que l'effort de service a contribué, mais les variables les plus objectivables. Parce qu'en fait, la différence entre la science et l'art, c'est que sur le plan scientifique, il faut objectiver. Alors, l'effort de service est là, mais les deux premières variables, ce sont elles qui expliquent la flopée actuelle des ressources publiques. Est-ce que c'est temporaire ou il y aura tendance à ce que cette embellie perdure et s'améliore encore davantage? Non, tel que se dessine l'économie internationale maintenant, déjà, tu vas constater que la croissance chinoise, malgré cette surdemande des métaux rouges, la croissance chinoise était molle au premier trimestre. Alors, qu'est-ce que la Chine a fait maintenant dans le cadre du troisième trimestre? La Chine a baissé son taux directeur. Donc, lorsque votre banque centrale baisse son taux directeur, cela aura des répercussions sur les taux de crédit au niveau des banques commerciales. Ça veut dire qu'il y aura des crédits et l'économie pourra retourner. Donc, comme maintenant la Chine a pris cette mesure, toutes les entreprises qui étaient en faillite ont du cash pour relancer les activités. Ça, rassurez-vous, rassure-toi, il y aura des recettes comme ça jusqu'en 2023. Mais il faut que la même rigueur soit au rendez-vous. Parce que tel qu'on présente les choses là, le potentiel est là, mais les gens sont tentés de crier aux performances. Les performances se mesurent à l'aune du potentiel. Alors, je pose une question un peu plus provocante. Quand je reçois à Godempo, à chaque fois, professeur de l'université d'économie, l'impoïsme, c'est aussi investir dans l'homme. Ouais. Quand on dit que l'homme congolais pose problème en termes d'honnêteté, en termes de performance, c'est-à-dire la culture du travail et du résultat, l'excellence qui pose problème, est-ce qu'aujourd'hui, cette embellie temporaire, on va le dire, qui commence, si elle ne rencontre pas l'homme, le vrai, si elle ne rencontre pas la dynamique du travail et de la rigueur dans le travail, si elle ne rencontre pas la traçabilité, par exemple l'informatisation, la numérisation des données, est-ce que les lendemains seront meilleurs? Non, c'est pourquoi moi j'insiste, il faut que le président de la République, sur le plan disciplinaire, ne puisse pas baisser des régimes. N'oublie pas que l'impoïsme a 3 facteurs. Oui. C'est d'abord la discipline des dirigeants. Et moi et toi, nous prêchons cette doctrine depuis plus de 10 ans. Oui. Donc, si les chefs maintiennent cette discipline, parce qu'en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Oui. S'ils maintiennent cette discipline, et avec la création du ministère en charge du numérique, je crois que nous allons redevenir un peu comme des hommes normaux. Mais je voulais te rejoindre par rapport à la dimension anthropologique des performances financières. Je te donne un exemple, je sors un peu des rangs. Lorsque vous quittez l'aéroport d'Indili ici par Air France, vous embarquez nos frères de Brazzaville. Oui. Lorsque vous vous présentez en France, vous allez voir qu'on va laisser les Congolais d'en face passer sans problème. Mais nous, il y a des restrictions, notamment la mise en quarantaine. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque tu es à Brazzaville, tu ne peux pas entrer dans un taxi si tu n'as pas ton certificat de vaccin, de vaccination. Juste ici à côté, à Brazzaville. Juste à côté ici. C'est pareil, tu ne peux pas accéder aux lieux publics. Restaurant. Oui, si tu n'as pas cela. Mais chez nous, ça pose encore problème. C'est pour dire que c'est ça le rôle des médias, c'est de forger l'homme. Parce que François Pérou disait que cet homme était la ressource des ressources. Et j'apprécie personnellement parce que
lorsque tu veux t'informer, tu peux suivre Télé 50, tu ne seras pas déçu. Donc c'est pour dire qu'il faut que nous tous, nous puissions dimension humaine. Travailler sur cette dimension humaine. Mais je crois dans l'ensemble, au-delà de certains grains de sable qui veulent un peu faire gripper la machine, mais les tableaux se présentent bien. Alors, on va parler un peu des grains de sable, justement, Godempo. L'actualité, c'est ces mesures initiées il n'y a pas longtemps par quelqu'un qui est de votre discipline, ministre de l'économie, qui a proposé la réduction, par exemple, de prix à la consommation dans le secteur des transports, mais également les produits, les vivres frais, on va les appeler comme ça, qu'on importe ici. Est-ce que, et je reviens à ma question, la première, est-ce qu'on est autorisé à faire ça, économiquement parlant? Est-ce que c'est viable, c'est opérationnel? Ou bien c'est tout simplement parce qu'il y a un peu du populisme là-dedans? Bon, évidemment, chaque gouvernement a sa vision. Le gouvernement peut avoir ses choix, mais le rôle de l'université, c'est de s'assurer que ces choix sont rationnels. Alors, moi, lorsque tu me dis qu'on baisse les prix des billets d'avion, oui, d'autorité. Toute destination. Donc, on a même proposé un prix unique. Lorsqu'on propose la baisse robotique, oui, du prix des chinchards, je dois m'interroger quand même. En tant qu'économiste, comment vous accueillez ça? Donc, je m'interroge. Et après cette interrogation, regardez ce que j'ai constaté. La RDC a des compagnies aériennes. Congo Airways, ces compagnies n'ont pas plus de 3 avions. On va me dire on veut d'avoir un leasing. Je vais expliquer tout ça. Oui. Et lorsque vous prenez ces risques-là de fixer d'autorité les prix, sans tenir compte des spécificités du secteur, moi, je ne m'en cache pas. À un certain moment, j'ai conseillé une compagnie aérienne belgo-congolaise dont je préfère taire les noms. Oui. Et nous avons rencontré des choses difficiles. L'état de nos pistes-là, ce n'est pas l'état de la piste que tu vas trouver à Addis Abeba. Non. Rien que ça. Rien que les pistes. Lorsque tu es à Addis Abeba, pour changer les roues de ton avion, il faut attendre 3 mois. Mais quand tu es en République démocratique du Congo, il faut le faire chaque mois. Oui. Ce sont des charges. Les charges. Il y a des aéroports. Ce sont des charges. Il y a des aéroports qui n'ont pas des stations d'approvisionnement en carburant. Qu'est-ce que cela veut dire techniquement? C'est que quand je pars de Kinshasa, je dois avoir le double de la quantité pour couvrir mon retour. Ça se peut que j'arrive. Suis-moi. À destination, je n'ai pas de carburant. Et sinon, voilà. Je vais tomber en panne. Ce sont des choses techniques. Alors, lorsque je mets ces doubles, j'aurai un problème de surpoids. Dans l'avion. Donc, plus de consommation non seulement plus de consommation, je dois limiter le nombre de personnes et de colis qui doivent embarquer à bord. Ça, ce sont des choses techniques. Je l'avais prédit, j'avais dit que vous verrez qu'il y aura des provinces qui n'auront pas régulièrement des avions. C'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va tenir pendant 2-3 mois. C'est de l'aphrodisiaque. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Vous verrez comment il y a des compagnies aériennes qui tomberont en faillite. Ici. J'ai l'autorité de le dire. Je ne fais pas des incantations. C'est avec beaucoup d'amour que je suis en train de le dire. Je t'ai présenté les efforts déployés par le président de la République pour maintenir notre économie prospère. Mais pourquoi le ministre s'entête à maintenir moi, je ne suis pas dans les débats des personnes. Moi, je suis dans les débats des principes GMK. Donc, lorsque vous défiscalisez, parce que parmi les souvent nous entendons les gens qui disaient mais comment les billets pour partir de Kinshasa, l'étranger coûte moins cher que les autres. Non, c'est parce que tout simplement, en transport aérien, la TVA pour les transports et le trafic international était déductible.
C'est-à-dire qu'en trafic domestique, on payait la TVA full. C'est vrai, maintenant, j'ai appris qu'on a réduit à 8%. On a grignoté un peu sur les redevances de la RVA. Oui. Tu sais la conséquence? Non. La RVA n'aura pas de moyens de faire sa politique pour sécuriser les gens. Oh. Enfin, c'est ça, le management. Parce que il faut voir la conséquence aussi de tout cela. ça. Et je te dis, il faut des cohérences de politique publique. Donc l'envers de la médaille. C'est ça l'envers du décor. Donc, on a ponctionné sur la RVA, mais rassure-toi que dans 2-3 mois, la RVA aura des problèmes de fonctionnement. Donc, ces questions, lorsqu'on les traite, on ne les traite pas seulement de façon longitudinale, mais on les traite également de manière polygonale. Donc, et le seul conseil que moi je peux donner à notre gouvernement, qui fait bien des choses. Ça, il faut Par ailleurs, hein, dans d'autres fait bien des choses. Domaines. Donc ça, ce sont des mais grains, sur ces décisions-là ça, ce sont des grains précisément, de sable. oui. Et le seul conseil que je peux donner, j'apprécie tout ce que ce gouvernement est en train de faire, c'est que cette question doit être gérée avec beaucoup de prudence. On va vous dire que non, nous avons pris des avions en leasing. Mais lorsque vous prenez des avions en leasing, il faut honorer vos engagements. Je t'ai fait voir les problèmes techniques qui se posent, notamment pour les provinces qui n'ont pas des Donc, stations. vous entretenez aussi l'handling Il faut tenir compte de l'état de nos pistes. Il faut. Donc, je souhaite vraiment que notre gouvernement qui fait bien des choses, puisse toujours... Qu'est-ce qui vous choque de plus quand on prend d'autorité ces types de décisions à court terme? Oui, c'est ça. C'est tout ce que vous venez d'expliquer. C'est ça. Lorsqu'on prend des mesures à court terme, la conséquence est connue. Donc moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais c'est mon boulot. Mais oui, mais lorsque tu lis les rapports de Blumenthal, nous sommes en 1979. Blumenthal explique pourquoi Sotraz. Donc toi, tu étais en Europe, tu n'as pas connu Sotraz. Oui, Sotraz, c'était la compagnie de la société de transport zaïroise. Oui. Mais j'étais en Europe. Pourquoi la Sotraz n'a pas été performante? Pourquoi? Parce qu'en fait, les gouvernements tenaient toujours à subventionner. Hein, tu vois, à un certain moment, mais tu verras qu'il y aura des problèmes de ce côté-là. Le secteur des transports... C'est-à-dire que le ticket de transport était moins cher. Mais naturellement. Subventionné par le gouvernement. Oui. Alors d'où est-ce que le gouvernement tirait l'argent? Mais à un certain moment, il y aura l'assèchement de tous ces moyens et ça va s'arrêter. C'est ainsi que Sotraz a disparu. Et tous ceux qui ont tenté dans ce secteur-là en connaissent les conséquences. Donc moi, ce que j'avais conseillé, ce que je peux conseiller maintenant, c'est que la priorité de la RDC, ce n'est pas peut-être de chercher à prendre immédiatement plusieurs avions en leasing. Avec les moyens qu'il y a, parce qu'à l'époque, il y avait des millions de dollars à la création de Congo Airways, j'avais conseillé aux autorités de l'époque qu'au lieu, nous étions les seuls pays qui achetaient cash les avions. Oui. Non, ça ne se fait pas comme ça. Avec tout ce qu'il y avait comme millions. Comme disponibilité. Oui, il suffisait seulement de faire des joint ventures avec des sociétés comme Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, GMK. Vous avez 15 avions ici, 7 pouvaient couvrir les transports domestiques et 8 pouvaient arroser toute l'Afrique. En fait, lorsque tu vois notre position géographique, nous sommes au centre de ce continent. Kinshasa, Kaza, c'est 6h30. Kinshasa, Johannesburg, c'est 3h30. Kinshasa, Addis, Nairobi, c'est 3h30. Nous sommes déjà à l'Afrique de l'Ouest. Oui. Quand il faut faire l'Afrique de l'Est, Kinshasa, Cameroun, c'est 1h20. Kinshasa, Lomé, c'est 2h40. Donc, en fait, nous allons devenir la plaque tournante. Donc, le hub depuis ici. Depuis ici. L'émergence passe par l'intelligence, mais malheureusement, les gens sont félicités qu'ils avaient acheté des avions neufs. Mais j'aurais voulu un peu qu'on puisse publier les états financiers de Congo Airways. Aujourd'hui. Je demande ça. Je lance au défi quiconque. Je mets au défi quiconque. Si on peut autoriser qu'on puisse nous produire des états financiers, on ne fait pas des... Quand on crée des entreprises, c'est pour gagner en sous. On ne crée pas les entreprises pour les subventionner pendant longtemps. Donc, ça, ce sont des conseils, je pense que
Ce sont des choses qu'on doit revoir. Est-ce que c'est la même logique qui se justifie sur les produits de consommation comme les chinchards ou plus les chinchards, parce qu'on est parti en Namibie pour voir un peu le prix d'achat à l'origine, et puis on dit ici on a multiplié par 4 ou par 5 le prix à la consommation. Est-ce qu'on a tenu compte de toutes les charges intermédiaires? On a tenu compte aussi de la fiscalité pour déclarer d'office qu'il faut diviser par 4 le prix qui est vendu aujourd'hui? J'aime que moi d'abord j'apprécie le courage de ceux qui vont se renseigner sur le prix de ces charges. Les conseillers? Non, moi j'apprécie. Envoyé par le ministre. Non, moi j'apprécie leur courage. Mais je t'informe que d'après la géographie économique de la RDC, oui, le fleuve Congo, du Poulma les bois qui s'engagent a un potentiel poissonnier de 120 tonnes. Les Namibiens enseignent ça à leurs enfants. 120 tonnes. Sur la 80aine de lacs que nous avons les lacs les plus poissonnés du monde. Donc ces poissons, on peut non, nous avons les lacs les plus poissonnés du monde, nous, c'est le lac Tanganyika. Donc les Namibiens enseignent ça à leurs enfants. Donc je voulais un peu voir, je suis curieux, hein? Je voulais un peu voir comment les Congolais traitent de cette question avec les Namibiens. Vous laissez les poissons chez vous? Laisse-moi te dire. L'État n'a pas pour vocation de faire le commerce. L'État. Souviens-toi des cantines populaires créées par Mosée Laurent Désiré Kabila. Oui. En politique publique, gouverner, c'est ne pas prévoir. En politique publique, gouverner, c'est hériter. Nous devions tirer les leçons des cantines populaires de Mosée. Est-ce que vous voyez encore les cantines populaires? Non. Pourquoi on doit continuer à faire du surplace? Au lieu de prendre 50 millions et chercher à approvisionner un marché parce que ça sera éphémère. Un chalutier, les chalutiers les plus chers coûtent 500 000 $. Seulement. Donc, les chalutiers, c'est les bateaux de pêche. Oui. Au lieu de prendre 50 millions de dollars pour inonder les marchés, peut-être pour une période. Oui, pour la fin de l'année. Une période de là, on a passé commande là, pour le mois de décembre. Oui. Cet argent, on peut affecter ça à la gratuité de l'enseignement. Mais comme nous avons cette allocation d'ETS, parce que tu en as parlé, la moitié, c'est-à-dire les 750 millions, devrait être affectée aux dépenses liées aux investissements. Si vous achetez 20 chalutiers, 20, vous les mettez sur ce fleuve, il y aura des poissons, il y aura des emplois. Ces emplois vont générer la redistribution des nouveaux salaires. Ces nouveaux salaires vont doper la demande globale et l'économie va décoller. Mais j'insiste là-dessus. Oui. Les chalutiers les plus chers maintenant coûtent 500 000 $. La Namibie fait la pêche dans la zone internationale sur l'Atlantique avec l'Afrique du Sud et l'Angola. Oui. Mais nous avons une façade maritime de 37 km au niveau des Moines. On peut faire la même chose. Nous avons ces fleuves. Moi, je suis curieux. On a le lac Tanganyika. J'ai dit que je suis curieux. Je voulais un peu voir comment ceux qui vont se renseigner sur le prix de chercheurs Namibie, comment ils se comportent. Parce que les Namibiens enseignent à leurs enfants que les lacs les plus poissonnés du monde se retrouvent en RDC. Donc, ce que je peux conseiller à notre gouvernement, parce que je sais que la plupart de nos opérateurs économiques sont de mauvaise foi, ça je dois le dire, mais il faut renforcer les contrôles. Moi je te dis, lisez les droits économiques de la RDC. L'affichage des prix est obligatoire dans ces pays. Mais quand tu entres dans ces boutiques et ces magasins, tu as déjà trouvé les prix affichés. Mais quand on dit aussi c'est ça le travail du ministère de l'économie. Pas des instruments. Lorsque vous ne savez pas contrôler ne fût-ce que l'affichage du prix, mais pourquoi vous en fixez encore par arrêté? Parce que déjà c'est lui qui existe. J'insiste là-dessus. L'affichage des prix est obligatoire dans ces pays. Si on renforce les contrôles, c'est ça notre la faiblesse. Nous n'avons pas cette niaque-là. La rigueur. Nous, ça commence un peu comme des bicarbonates. Après un certain moment, ça se calme. Donc, ce sont des choses simples. Nous sommes une économie quasi libérale. L'État n'intervient que pour la fixation des prix des 4 biens. Oui.
c'est l'énergie, donc l'eau et l'électricité, les produits pétroliers, les transports. En principe, d'après l'esprit des traités, c'est le transport urbain. Ce n'est pas le transport aérien. Alors, maintenant... Ce n'est pas le transport maritime. Maintenant, ce qu'il faut faire, je suis d'accord, je sais que parmi les opérateurs économiques, il y a des opérateurs économiques véreux. Mais ce n'est pas pour cela que l'État doit devenir un État commerçant. Ce n'est pas son rôle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer les contrôles. Ces gens-là, ils ont des structures de prix qu'ils communiquent au ministère de l'économie. Ce sont les mêmes opérateurs, donc ils sont à compter au bout des doigts, nous les connaissons. Ce sont les mêmes qui passent au cordon douanier. Quand ils passent au cordon douanier, ils minorent la valeur de leurs marchandises. En déclarant. Non pas que les douaniers seraient tous des corrompus, non. Oui. Mais l'évaluation en douane selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que l'accord sur la facilitation des échanges, ne permettent plus à l'administration des douanes pendant le plus longtemps possible les marchandises sous suggestion douanière. On accorde la main levée, mais le ministère de l'économie peut prendre seulement ces structures de prix, les retourner à l'administration des douanes pour voir quelle a été la valeur déclarée dans les structures de prix. À ce moment-là, les douaniers le savent que sur les 6 méthodes édictées par l'Organisation mondiale du commerce, il y a la méthode rétroactive. C'est-à-dire, si vous voulez connaître la valeur transactionnelle, vous pouvez descendre au marché. Mais ici, vous avez les structures de prix qui indiquent les valeurs librement déclarées par les opérateurs économiques. Vous retournez ça à l'administration des douanes, on fait des comptations, il y aura des recettes pour la République. Lorsque vous le faites 2, 3, 4 fois, la blague va s'arrêter. Chez nous, nous n'avons pas la culture de contrôle. Je dois le dire à haute voix. Alors, regardez, oui. Nous sommes les pays où on a enseigné la culture de la providence. Il y a déjà, même quand ils se réveillent, ils ne veulent pas se laver, ils disent que Dieu agira. Oui, Dieu pourvoira. Donc, c'est ça les problèmes. Donc, ça, ce sont des questions économiques. J'insiste là-dessus. Les prix obéissent à la loi de l'offre et de la demande. On ne décrète pas le prix? Non. Les lois économiques, ce sont les lois les plus têtues. Lorsque vous les violez, elles finissent par s'imposer. Mais qu'à cela ne tienne, ça, ce sont des petites observations. Oui. Je suis très content de ce que le gouvernement est en train de faire. Alors, il y a un tweet de vous qui fait mouche depuis quelques jours, hein, par rapport à cette taxe RAM. C'est tout simplement un dispositif qu'on a mis en place ici en RDC pour enregistrer les appareils qui sont utilisés par les consommateurs congolais. Mais on prélève une quotité dans les crédits dans ces appareils, sous forme d'argent. Et cet argent, d'après le ministre qui a été convoqué au Parlement, servirait à financer la gratuité de l'enseignement, le programme phare du président de la République. Alors, votre tweet met un peu en cause toute cette gymnastique, c'est-à-dire cette taxe qui est prélevée, l'utilisation de ce moyen, et même la logique qui est appliquée quant à ce. Alors, explication de texte. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui prennent ce genre de demi-mesures, ils doivent savoir qu'il y a des étrangers qui vivent dans ces pays. Mm-hmm. Et ces étrangers sont curieux quand même de savoir comment nous fonctionnons. Et c'est des fois gênant pour nous. Nous avons des amis... Surtout pour les grands esprits. Hein, nous avons des amis expatriés. Mais il faut que quand nous faisons des choses, qu'on puisse y mettre la forme. La forme. Je voulais d'abord partir des principes du droit fiscal. C'est ici où tout le monde parle de l'impôt. Mais l'impôt, c'est une matière tellement sensible qu'on ne peut pas la laisser entre les mains de tout le monde. Les États-Unis d'Amérique ont obtenu leur indépendance à cause de l'impôt. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est venue de là où tu vis, parce que toi, de France. Toi, tu es français. Révolution française, 1789, oui. La Révolution française est venue notamment de la fiscalité. Alors, il ne faut pas que les gens se réveillent chaque jour, même à l'église. La dîme. Même à l'église, il n'y a pas les rubriques
financières sont connues. Mais quel est ce pays où vous pouvez se réveiller chaque jour, tout celui qui a besoin d'argent, il prend un acte? Non. Mais au moins là où je dois clarifier les choses, c'est que les décrets du Premier ministre qui pose problème, ce n'est pas l'actuel Premier ministre qui l'a pris. Ça, au moins, il faut que les gens puissent le savoir. Alors, sur le plan des principes, on ne prélève pas l'impôt sans la loi. Sans la loi. On ne prélève pas la taxe sans la loi. On n'y a pas de redevance sans la loi. C'est contenu d'abord dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. S'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, alors je pense qu'il faudra un dessin. C'est illégal. Donc, je n'entre pas encore la rame est illégale. Je n'entre pas encore dans la Constitution. Non seulement illégal, mais inconstitutionnel. Oh. J'ai dit ceci. Donc, je n'entre pas encore dans la Constitution. Le ministre Kibasa a violé la Constitution. Non. Moi, je ne ramène pas les débats en termes de personnes. Moi, j'ai... Mais c'est lui le ministre. Non. C'est lui qui a été convoqué au Parlement. Moi, je ne cite pas, et je t'informe que je n'ai pas même suivi cette interpellation. J'ai dit ceci. Moi, je suis au niveau des principes. Le principe. Oui, et même si tu cites les ministres, je ne pense pas, en 2020, lui n'était pas là. C'est un décret qu'il a trouvé. Donc, il ne faut pas que les gens puissent chercher à incriminer les ministres. Donc, il a trouvé les décrets. C'est le fait. Les décrets a été signé avant lui. Donc, qu'on laisse les ministre qui va s'être tranquille. Oui. Donc, le problème ici, c'est que tout le monde parle de l'impôt dans ce pays. Lorsque tu lis la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 174, il est dit clairement qu'il ne peut être établi d'impôt en RDC que par la loi. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez me ramener un impôt, il faut m'opposer une loi qui a institué cet impôt-là. Évidemment, cette disposition dont je souhaite l'amélioration... Pas la suppression. Non, il faut l'améliorer un peu comme dans la Constitution française. Alors, déjà, cette disposition posait problème. Parce que dans nos anciennes constitutions, on disait qu'il ne pouvait être établi d'impôt qu'en vertu de la loi. Donc, en vertu de la loi et par la loi, ce sont des choses différentes. Finalement, dans la dernière révision de la Constitution, on a corrigé. Mais il y avait un vide qui était resté par rapport aux taxes et redevances. C'est ainsi qu'en 2017, dans ce pays, il y a eu ce qu'on a appelé le forum sur la réforme fiscale en RDC. C'était au Grand Hôtel, il y a eu des débats. Finalement, il y a eu une sorte de pacte fiscal qui a été signé entre la République et les opérateurs économiques pour dire que maintenant, nous devons rassembler tout ce qui existe comme droits, taxes, redevances et impôts dans ce pays et les mettre dans un seul cadre légal. C'est ce qui a justifié l'ordonnance loi numéro 18/03 du 11 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances perçus en République démocratique du Congo. Quand tu lis cette ordonnance loi-là, il y a les articles 4, 5, 6, oui. Mais quand tu lis l'article 5, cet article dit que si quelqu'un d'autre veut créer des taxes, des redevances en République démocratique du Congo, il doit d'abord obtenir une loi. C'est clair. Je ne pense pas qu'il faut un dessin pour que nous puissions comprendre ça. Donc cette loi existe. Elle dit que si tu veux, même toi là, si tu veux aujourd'hui créer une taxe, on te dit, JMK merci, tu es gentil, tu es franco-congolais, oui. Mais il faut d'abord avoir l'équitis de l'Assemblée nationale. Et les trois articles que je venais de citer ne s'arrêtent pas là. Ils disent que même quand l'Assemblée nationale est d'accord, il faut requérir l'avis des ministres du budget et celui des finances. C'est écrit noir sur blanc. On ne fait rien de tout ça. Directement, non, décret. Les décrets, donc les mâles, je voulais que... D'abord circonscrire. Je ne voudrais pas que les gens puissent trop attaquer les ministres. Oui. Parce que ce décret-là de 2020, lui aussi l'a trouvé. Il n'a fait qu'exécuter.
Donc ce n'est pas vraiment lui. Peut-être que si on veut le reprocher, c'est peut-être le fait de n'avoir pas posé la question. Mais à quel titre il pouvait poser une telle question? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce pays, il y a la loi cadre sur les télécommunications. Cette loi-là, à son article 8, décline les prérogatives de l'ARPTC, l'autorité de régulation des postes de communication. Absolument. Tu ne verras pas que dans ces attributions-là, on dit que l'ARPTC doit enregistrer les téléphones. Quand tu vas même dans la loi de 2002 qui créant l'ARPTC, cette loi est claire, elle ne parle pas de l'enregistrement. Paf, il y a un décret de 2020 qui sort de l'esprit du législateur. C'est-à-dire qu'en réalité, ce décret viole la loi dont il était censé mettre en application. Donc, les cafouillages viennent de là. Ce que les gens doivent retenir maintenant, ici, c'est que toute taxe, toute redevance, tout impôt qui n'a pas un fondement illégal doit être retiré immédiatement avec effet rétroactif. Et je te dis, quand tu lis l'ordonnance loi de 2010... Je m'arrête un tout petit peu sur l'effet rétroactif. Oui. Ce qui veut dire que les gens... Non, mais l'argent, ils doivent retourner. Ah, mais naturellement, c'est ça. C'est ça l'état des droits GMK. Est-ce que vous savez que vous ouvrez une boîte à Pandore là? Non. Moi, je suis scientifique, laisse-moi faire mon travail. Donc, c'est ça. C'est grave ce que vous dites. Il n'y a rien de grave. Il y a des millions de dollars là. Il n'y a rien de grave. Nous, l'état des droits, c'est un état dans lequel les citoyens n'ont pas que des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Et il faut maintenant chercher à sanctionner qui a amené cette bourde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le problème est venu avec le décret de 2020. Le décret là sort de l'esprit et de la loi cadre sur la télécommunication et de la loi portant création de la RPTC. Donc, bref, en République démocratique du Congo, les taxes, redevances, droits et impôts contre les games ont été tués depuis le 13 mars 2018. Donc, si quelqu'un vient encore réengager ce débat, il doit d'abord passer à l'Assemblée nationale, avoir le quitus. C'est ça la réalité. J'insiste là-dessus. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce que vous dites donne de la matière aux députés qui vont encore réentendre le ministre lundi, suscite encore beaucoup de mécontentement de la population, parce que la population va dire, voici, on nous a appliqué une taxe qui ne repose pas sur la loi. Ensuite, vous dites, il faut que ça soit supprimé, illico presto, et qu'on rembourse tous ceux qui ont été prélevés. Donc, c'est-à-dire, à la limite, si le ministère des Télécoms tient à avoir, d'abord, quand tu lis la loi portant création de l'RPTC, à son article 21, cette loi décline les ressources. Il n'y a pas rame dedans. De l'RPTC, il n'y a pas rame dedans. On parle de prestations. Mais prestations, c'est quand moi je vais demander un service chez toi. Oui. Moi, quand j'achète mon téléphone, quel est le service que je vais te demander? D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Parce que j'ai appris que les rames, c'est pour lutter contre les téléphones contrefaits. Oui. Mais c'est là qu'on cherche à protéger. Leurs téléphones, ce sont des téléphones contrefaits. Non. Non. Mais je te dis, tous ceux à qui on a coupé de l'argent là, comme Mazaba qui est là-bas, il y a un téléphone contrefait. Donc, alors vous me protégez pendant que moi-même je suis dans le faux. Mais parce que la plupart des téléphones qu'on vend ici, ce sont des téléphones de Dubaï. Écoute, GMK, la plupart des téléphones que nous utilisons ici, c'est du contrefait. Oui. Mais comment vous protégez les contre? Donc, vous risquez même de détruire mon téléphone. Alors, je quitte cet aspect-là. C'est ubuesque quand même. Je rentre maintenant en matière du droit de protection intellectuelle. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, il y a tout un accord sur la protection du droit de propriété intellectuelle. Oui. L'Organisation mondiale du commerce autorise à toutes les administrations des douanes du monde de détruire tous les articles contrefaits. Oui. À certaines conditionnalités. C'est-à-dire, les titulaires des droits doivent introduire une requête, présenter les spécificités de sa marque. Oui. Mais si déjà l'administration des douanes veut le faire, pourquoi vous voulez me prendre mon argent encore? En fait, sur le plan scientifique,
tu as vu que même les gens n'ont plus de nom à donner À la taxe. à cette perception. Oui, rien. Donc, ça n'a aucun soubassement légal en République démocratique du Congo. Le principe de l'égalité fiscale est institué par des textes. L'article 174 de la Constitution pour les impôts et l'article 6 de l'ordonnance 13 du 18/03 du 13 mars 2018 à son article 5. Mais pour bien comprendre cet article 5, il faut lire l'article 4 et 6. Et ce qui est intéressant dans cette ordonnance-loi de 2018, Oui. donc le législateur dit ceci. Il dit que pour éviter toute confusion, j'annexe à cette ordonnance-loi tous les actes générateurs. Pour être plus clair. Pour être plus clair. Et quand il arrive au niveau de l'ARPTC, au niveau de cette annexe, l'ARPTC n'a droit qu'à 2 actes générateurs. On ne parle pas des rames. Donc il ne faut pas qu'on puisse faire de l'extension réglementaire. L'autre version, parce que le mal était déjà fait, oui. On a commencé, on continue. Mais que les gens comprennent que le décret de 2020 qu'on évoque n'a pas été signé par l'actuel Premier ministre. Oui, actuel ça, j'insiste. Ça ne signait pas le précédent. Oui. Non, mais moi, je dis parce que le mal est déjà fait, les gens ont déjà perdu leur argent, etc. Mais l'argument donné par le ministre aux parlementaires de dire que oui, on a prélevé de l'argent, mais cet argent, on l'a orienté vers le financement de la gratuité de l'enseignement. C'est une faute ou c'est un détournement? Bon, moi, je n'ai pas suivi l'intervention du ministre. Il l'a dit. Mais la prise en charge de l'éducation passe par les trésors. Et là, c'est ce que je voulais encore expliquer. Même si par absurde, les rames étaient légales, oui. Ce n'était pas l'ARPTC qui devait percevoir. L'ARPTC devait se comporter en service d'assiette. C'est la DGRAD qui devait recouvrer. Mais la DGRAD a décliné. Oh, mais la DGRAD a décliné parce que ce sont des taxes qui ne sont pas prévues par les lois congolaises. Donc il faut corriger. Donc il y arrive aux gens de se tromper, ce n'est pas la première fois. Mais tu sais que dans ces pays, j'avais dénoncé la TVA mal conseillée, très mal appliquée. Oui, absolument, je me rappelle. Mais j'ai vu que le gouvernement actuel a corrigé un peu. Et vous étiez seul à l'époque, hein? À l'époque, on n'avait plus tout le monde contre moi, donc les faits me donnent raison. Donc, c'est-à-dire, monsieur le ministre, moi j'ai encouragé. D'abord, ce n'est pas toi qui. Je m'excuse de vous tutoyer, donc ce n'est pas vous. C'est la convivialité. Oui, ce n'est pas vous qui avez pris les décrets. Oui. Les décrets ont été pris avant les ministres. Mais au lieu de continuer à défendre le défendable, moi, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire il faut faire voir aux députés que ces décrets, moi aussi, je l'ai trouvé. Et comme vous donc, le problème, devait se résoudre. Mais j'insiste, cette affaire de DIRAM est inconstitutionnelle et illégale. Et l'occasion faisant les larrons, je ne suis pas candidat, mais je voulais demander respectueusement aux constitutionnalistes congolais d'apprendre à associer les économistes lors de la confection des dispositions économiques de la Constitution. Les gens pensent que la Constitution ne parle que des affaires politiques. Non, la Constitution parle également des questions économiques. Lorsque tu lis l'article 34 de la Constitution française, c'est très clair. On spécifie, on dit que les impositions de toute nature ne peuvent se faire que par la loi. Alors, comme dans la Constitution, on ne parle que de l'impôt, il faut être vraiment fiscaliste pour comprendre qu'à part la Constitution, il y a d'autres textes qui ont légalisé les taxes en RDC. Alors, professeur, terminons cette émission par une question, on va dire, de principe. Parce que les gens qui vous ont suivi depuis le début se sont rendus compte que non seulement vous donnez des repères avant de juger, ou plutôt d'analyser les choses, est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, on est, du point de vue de la gouvernance, parce que la thématique c'est gouvernance, l'autre expertise du professeur Mpoyi, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la bonne voie en termes de principes de gouvernance économique dans un premier temps, parce qu'on parle d'économie là. Est-ce qu'on est vraiment, on respecte les textes, en termes d'orientation économique, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Ça c'est la première question. Deuxième question, quelles sont selon vous les réformes prioritaires, économiquement parlant,
qu'il faille faire maintenant que la Covid est en train de partir? Mais merci beaucoup. Je l'avais dit que sur le plan économique, depuis l'arrivée à la magistrature suprême de notre président actuel, le pays est bien géré et les chiffres l'attestent. Je fais voir que les PIB qui était à 46 milliards, il est passé autour de 50 milliards en décembre. Certainement que cette année, on va atteindre 60 quelques. Oui. Et je préviens que j'ai préféré travailler avec les données de la Banque mondiale pour éviter des contradictions et des contestations. En 2020, pendant que la quasi-totalité des États était presque en faillite, était presque en faillite, avec des taux de croissance négatifs. Oui. Même la Belgique a eu un taux de croissance négatif. L'Angola, le Congo-Brazza, la RDC s'en est tirée avec un taux de croissance positif de 1,7%. Quand même. Donc, ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Les taux d'inflation qui étaient autour de 54% en 2018, il est descendu à 4% en 2019, avant de rebondir autour de 10%. Ça, ce sont des faits. Le pays est bien géré maintenant. En termes d'agrégat? Oui, en termes d'agrégat, le pays est bien géré. Et aujourd'hui, les retours, rien que les retours du Fonds monétaire, en dit long. Les fonds monétaires ne reviennent que quand vous êtes fréquentable. En quitté de performance. Voilà. Alors, maintenant, je constate que ça ne marche que quand le président de la République se met debout. Il ne devait pas en être le cas. Lorsqu'il s'énerve? Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il suive pour que tout aille comme sur des roulettes. Je voudrais que ceux qui sont avec lui, de nous tous bien sûr, que nous puissions intérioriser cette rigueur. Si nous le faisons, il y aura de l'avenir pour nos enfants. Mais je ne néglige pas tous ceux qui ont à travailler avant nous, qui avaient aussi fait bien des choses. Alors, mais nous sommes en train d'aller de mieux en mieux. C'est ainsi que la ville de Kinshasa, qui était entourée par les montagnes d'immondices, aujourd'hui il n'y a plus ces montagnes. Moi je parle des montagnes, je ne parle pas des déchets. Ces montagnes n'existent plus. Professeur, les artères principales sont balayées de nuit comme de jour, et la ville est mieux éclairée comme à l'époque du maréchal. Justement, ces satisfaits me poussent à vous poser cette question, on va dire, des bases. On vous a donné qu'un million de dollars par le président pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et il n'y a que 2 mois, que les gens doivent le savoir. Les efforts ont commencé bien avant. D'où est-ce que vous trouvez l'argent au niveau de l'Assemblée provinciale pour donner à Gentini Ngobila pour nettoyer la ville, bon, ne serait-ce qu'au niveau de la Gombe déjà, l'éclairage public, on voit qu'il y a des pas seulement au niveau de la Gombe. Le problème, c'est que toi, tu vis seulement à Gombe. Va alimenter. Si, je vais aussi. Non, je vais t'amener à Bandar. Je vais t'amener à Bumbu. Vous faites des routes, on va dire, intercommunales. Voilà. Nous sommes en train de relier le nord au sud de la ville. Donc, c'est ça le rôle de Lenguesa. Ça sort sur bypass, mais ça t'amène rapidement en ville via Mariano. Ça veut dire nous sommes en train de relier l'ouest à l'est. Oui. Donc, tu viens avec le boulevard Lumumba, à partir de la Fikine, tu prends Kikwit, ça va sortir sur 24 vers Séléba. Ça veut dire que... Donc, ça, ce sont des faits. Et nous les faisons sans moyens. Mais justement, les moyens... L'économie n'est plus prospère. J'ai dit merci au gouvernement et au président de la République qui nous ont envoyé ces 2 millions. Mais jusque-là, la ville de Kinshasa, pour l'assainissement, la ville de Kinshasa a besoin de 300 000 dollars par jour. Par jour? J'ai l'autorité de le dire parce que la ville produit 10 000 tonnes de déchets. 300 000 dollars par jour. Par jour. Pour gérer les déchets. Quand il y a Brazzaville ici, petite ville. Quand il y a Brazzaville ici, le gouvernement débourse chaque mois 6 500 000 dollars pour l'assainissement. Mais nous apprécions ce coup de pouce qui est venu du gouvernement central sous l'impulsion du chef de l'État, parce que c'est lui qui avait compris. Et vous verrez encore de quoi nous serons capables. Mais nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Les Kinois disent Malobaïle comme ça, na ebelete. Voilà. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Président Mpoyi. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la vie de Kinshasa proprement dite. Parce il fallait... J'avais besoin de votre expertise en tant que économiste. Je sais que les gens vont m'en vouloir si je ne parlais pas du grand marché. Bon, où est-ce qu'on en est, du grand marché? Non, les grands marchés... Il paraît que les travaux ne se font pas. Non, ça c'est ce que les gens racontent. Les mêmes personnes vous disaient par le passé qu'on avait attribué les marchés aux Libanais. Oui. Est-ce que tu as vu un seul Libanais au marché là? Ce marché a été gagné par une firme française. Ah bon? On ne construit pas du neuf sur le vieux. Ils sont en train de démolir ce qui était fait là-bas. Mais là... les agents ont commencé à travailler déjà? Oui. Envoie tes caméras demain. Tu verras, on a démoli. Sauf qu'on a connu du retard dans le cadre de cette démolition. Le maréchal Mobutu avait construit ces marchés-là avec Oxeltra béton. Donc c'est dur. Ce qui fait que les engins chinois que nous avons pris pour démolir, là il fallait mettre une semaine, ces engins ont mis un mois. Ah, c'est béton, c'est dur à casser. Oui. Et d'après les rapports que j'ai reçus, plus tard, dans 2 semaines, les travaux proprement dit commencent. Et si les Quinois s'interrogent sur l'état de leur route, qu'ils regardent bien, qu'ils voient que nous avons fait des caniveaux pendant toute la saison sèche. Quand nous devons commencer à boucher les trous, la procédure de passation des marchés publics est élastique. L'OVD m'a dit que dans 2 semaines, ça peut se terminer et nous allons lancer l'opération Kinshasa Zéro Trou. Oui, mais il y en a encore un peu de trous, hein? Non, nous allons. Même Dieu n'a pas créé le monde en une seule journée. Ça lui a pris 6 jours. Merci. Et là, je voudrais ajouter que pendant qu'il créait, il n'y avait pas encore de liminaire. C'est-à-dire que le fuseau horaire n'est pas celui qu'on a maintenant. C'est ce que je voulais dire. Je sens le professeur d'économie qui fait un peu de la communication autour des infrastructures. On aimerait bien avoir le président Ngobila ici. Tu m'as formé pour ça. Oui, le gouverneur Ngobila qui va nous parler un peu de sa ville. Merci beaucoup. En tout cas, cette émission sera rediffusée longuement, commentée. Je sais que vous allez commenter suffisamment chez vous et puis couper les quelques morceaux du professeur Mpoyi pour essayer de vous habituer avec les termes économiques. Merci, professeur. C'est moi qui te remercie. À très bientôt avec le même plaisir et les programmes continuent sur votre chaîne. À bientôt.